Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Marina, bienvenue sur Un pour tous coachés, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va parler ensemble de reconversion, un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux et puis en lien avec les fleurs de bac puisque c'est votre activité principale. On s'est rencontrés, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Cet été, c'était il y a 6 mois, un peu plus, 6-7 mois, quelque chose comme ça par l'intermédiaire de Mathilde qui du coup, petit coucou Mathilde si tu nous écoutes, c'est grâce à elle que j'ai pu faire votre connaissance et puis j'ai démarré l'accompagnement avec les fleurs de bac avec vous et j'en suis je crois à mon 3e accompagnement, donc plein de belles choses qui en ressortent et je me suis dit que c'était vraiment hyper intéressant de faire partager à mes auditeurs et à mes auditrices votre activité, ce que vous proposiez. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous êtes en train de vous spécialiser sur la partie personnes en reconversion qui répond aussi au côté bilan de compétences que je propose à mes clients. Donc du coup, c'était une évidence de pouvoir vous proposer cette interview. Et je voulais vous remercier déjà d'être avec nous aujourd'hui et puis pouvoir vous laisser la parole sur nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, puisque vous avez envie de partager sur vous. Merci Cécile, je suis aussi ravie d'être parmi vous sur ce podcast. Donc effectivement, pour dire 2 mots, donc je m'appelle Marina. Effectivement, je me suis moi-même en fait reconvertie il y a à peu près 1 an. J'avais un poste dans une maison d'édition spécialisée en santé naturelle et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai redécouvert les fleurs de bac et que j'ai vraiment eu envie d'en faire mon métier. J'avais un poste en marketing, donc ça m'a permis de me dire, en fait, j'ai pas envie de faire que du marketing, j'ai aussi envie d'accompagner les gens. Donc, je me suis effectivement formée aux fleurs de bac à Lyon. Et donc, je suis devenue conseillère en fleurs de bac. Là, je suis en cours d'agrément par le centre bac. Et donc, c'est une belle aventure où effectivement, j'accompagne des gens à mieux vivre leurs émotions, à réharmoniser un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la sphère des pensées, des émotions. Donc ça se fait lors d'entretiens individuels. Et j'ai effectivement une spécialisation aussi sur l'accompagnement de personnes qui souhaiteraient démissionner ou se reconvertir et où effectivement, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, d'angoisse, de questionnements aussi sur comment est-ce que ça va se passer au niveau financier, au niveau de ce que vont penser aussi les autres, les collègues, la famille, surtout si c'est des reconversions sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait précédemment. Et donc voilà, comme c'est des choses que j'ai vécues personnellement et où je me suis rendu compte que les fleurs de bac pouvaient vraiment faire la différence et vraiment faire soutien, voilà, j'ai décidé de mixer ce type de sujet avec les fleurs de bac. Ouais, merci pour du coup la présentation explicative de ce qui vous amène aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, quand on a échangé la toute première fois, c'était vraiment le questionnement d'expliquer que vous veniez de vous reconvertir, que c'était un vrai choix. Qu'est-ce qui vous a poussé vous à finalement donc à choisir les fleurs de bac plus particulièrement comme vecteur pour accompagner et j'allais dire soigner. Bon, t'es peut-être pas dans le soin tout à fait, c'est peut-être pas exactement le terme approprié, mais accompagner en fait en tout cas des personnes notamment en reconversion. Oui, en effet, c'est vrai que c'est le petit, ça me permet de faire une petite précision importante. C'est vrai que du coup, tous les termes médicaux, soigner, guérir, consultation, c'est des choses qu'on n'emploie pas, qu'on n'a pas le droit forcément de donner. Donc, on laisse ça plutôt sur la médecine allopathique. Effectivement, on va parler plutôt, nous, d'accompagnement, de soutien émotionnel. Il faut remonter un petit peu quand même. C'est le tout début du Covid, où en fait, dans mon précédent métier, d'ailleurs, je continue à le faire, j'anime des webinaires en santé naturelle. C'est quelque chose aussi que j'ai à côté de mon activité. Et donc, on vient à parler des fleurs de bac. Et en préparant ce webinaire-là, ça a été comme une évidence. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais en fait, au niveau du corps, j'ai vraiment senti que ça faisait comme des pétillements, que vraiment c'est quelque chose qui m'animait. Alors que les fleurs de bac, je connaissais de nom, mais j'en avais jamais pris. J'ai peut-être testé une fois ou deux le rescue, mais c'est tout. J'étais pas forcément familière du tout de cette méthode-là. Et c'est comme si je me suis sentie appelée.
Et c'est marrant puisque directement après la vie est bien faite. J'ai fait la rencontre d'une personne 3 mois avant qui avait une herboristerie en fait à Lyon et qui était spécialisée sur un peu tout ce qui était santé naturelle, phytothérapie. Et je lui demande mais tu connais pas des gens qui font des formations en fait sur les fleurs de bac? Donc elle me renvoie vers le site internet en fait de là où je me suis formée. Il se trouve que cette personne qui formait forme à Lyon mais aussi à Thonon-les-Bains. Et comme moi je suis à Lausanne en Suisse, je n'avais qu'à traverser le lac Léman pour y aller. Il restait des places pour se former 2 mois plus tard et en fait c'est comme ça que la magie un peu a opéré. Ça a sonné comme une évidence sur le moment pour moi parce que ça me parlait énormément et plus je me renseignais dessus, plus je me disais que c'était merveilleux. Et donc, en fait, au départ, ça s'est passé comme ça. Et puis, en fait, avec le recul, je me rends compte que moi-même, ma vie émotionnelle était un peu catastrophique, disons-le, à ce moment-là. Il y a des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis complètement coupée de mes émotions pendant des années et des années. Et donc là, en fait, pour moi, les fleurs de bac, au départ, je savais que c'était quelque chose qui m'attirait potentiellement professionnellement. Mais au tout départ, c'était aussi pour moi, en fait, que je faisais ces formations-là. Et c'est vrai que ça a fait soutien sur moi et que j'aime bien, moi, c'est toujours d'expérimenter sur moi-même et après de le conseiller aux autres. Parce que sinon, c'est difficile, je trouve, même d'avoir la sensibilité de sélectionner la bonne fleur quand on l'a pas prise. C'est possible, hein, mais c'est quand même mieux si on a testé sur soi. J'ai testé sur moi, ça a fait vraiment des effets incroyables et effectivement, ça m'a vraiment aidé dans ma reconversion pro, comme je le disais tout à l'heure. Et donc voilà, progressivement, il y a des éléments qui se sont rajoutés et ça m'a aussi permis, donc qui dit reconversion professionnelle, dit aussi trouver une activité qui nous anime et qui nous plaît et essayer, on va dire, de ne pas retomber dans les mêmes schémas que ceux dans lesquels on était précédemment. Et moi, du coup, ça m'a aussi poussé à me questionner sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et par exemple, un des métiers que j'ai voulu faire quand j'étais petite, c'était pharmacienne et après médecin. Et donc, je me rends compte en fait que je me suis éloignée du côté faire un métier, on va dire, de soins, parce que notamment à l'école, j'étais pas très bonne en sciences et en maths, et donc du coup, j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac économique et social. Et donc voilà, il y a eu tout ça, ce cheminement-là qui m'a un petit peu éloignée. Et là, je me rends compte avec les fleurs de bac en fait que je renoue aussi avec des envies profondes d'enfant. Et c'est aussi des choses que j'aime à dire et que je trouve qui sont importantes à témoigner aussi quand on accompagne les gens en reconversion professionnelle ou quand on accompagne des gens qui sont en quête de sens mais qui savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est des fois se replonger aussi dans ce qu'on avait envie de faire quand on était petit. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà un petit peu. C'est chouette, du coup, merci. On en avait parlé, mais bon, j'avais pas autant de détails. Je trouve ça super intéressant aussi, voilà, ce côté lien avec le rêve de métier d'enfant ou de petit, ou en tout cas, on se dit, ah bah oui, pourquoi pas. Et puis finalement, les chemins se recoupent et se rejoignent. Et c'est plutôt chouette. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet avec les fleurs de bac, peut-être si vous pouvez, en quelques phrases, mots, enfin, je sais que vous le faites très bien parce que vous avez eu la gentillesse de répondre à 2 interviews avec mes étudiants et du coup, ils ont eu plein de déclics et plein d'idées. Vous avez réussi à résumer très bien le concept. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les fleurs de bac? Comme ça, après, on pourra enchaîner sur la reconversion, l'utilité dans la reconversion, mais peut-être juste bien planter le décor pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas forcément les fleurs de bac. Oui, c'est vrai que c'est le plus important quand même. Alors, donc, les fleurs de bac, c'est une méthode qui date du début du XXe siècle et ça a été créé par un médecin anglais qui s'appelait Edward Bach. Donc, c'est pas le compositeur, hein. Et effectivement, donc, c'est une méthode vraiment d'accompagnement émotionnel pour rééquilibrer les émotions. Alors, si rééquilibrer, ça vous parle pas forcément, je vais vous donner d'autres mots. On peut aussi dire qu'on harmonise, qu'on va venir effectivement apaiser certaines émotions pour que tout simplement vous puissiez mieux les traiter. Juste pour dire quelques mots de qui était le docteur Bach, donc c'était un médecin classique qui s'est rendu compte effectivement que dans la médecine classique, souvent, eh bien effectivement, on va traiter un symptôme. Lui, ce qui lui manquait un petit peu et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que c'est aussi intéressant de s'intéresser à la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle représentait. Il s'est rendu compte aussi que, par exemple, à l'annonce d'une maladie, certaines personnes, eh bien, avaient tendance à être, par exemple, à chercher plein de solutions, ou d'autres, au contraire, qui étaient complètement anéantis par l'annonce d'une maladie. Et donc, effectivement, il s'est rendu compte que ça avait aussi un impact dans le processus de soins, de guérison, et que c'était aussi intéressant d'accompagner les personnes sur le vécu émotionnel. La méthode est née aussi via le terrain, en fait, et empiriquement, en fait, par rapport à son expérience. Il s'est détaché de la médecine allopathique pour eh bien, créer tout simplement une méthode de soins à travers les fleurs de Bach, donc à travers ce qu'il observait aussi dans la nature. Et c'est vrai que les fleurs de Bach, quand on regarde la botanique, ça en dit aussi beaucoup sur eh bien, l'effet des fleurs.
Donc ça, ça serait presque un autre sujet de podcast, mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et donc, voilà, les fleurs de bac, c'est vraiment, à un moment donné dans ma vie, je peux vivre des turbulences ou je peux vivre des choses émotionnelles qui sont difficiles à vivre pour moi ou dans ma relation avec les autres, dans ma relation au travail, face à un deuil, face à une séparation, voilà, face aussi à son rapport au corps et la façon dont on se perçoit. Donc voilà, il y a tout un tas il y a 38 fleurs de bac et on pourrait dire même qu'il y en a presque 39 avec le remède d'urgence qu'on appelle aussi, qui est connu sous le nom de Rescue. Et voilà, l'idée, c'est effectivement de s'apporter un soutien et de prendre les fleurs régulièrement, plusieurs fois par jour, pour traverser les éventuelles difficultés qu'on a à traverser. Merci pour le petit point historique et l'explication. Et pour la posologie, le type du coup, vous parlez donc de gouttes. Je crois qu'il y a plusieurs possibilités aussi, mais c'est surtout les gouttes qui sont plutôt connues, c'est ça? Oui. Alors classiquement, effectivement, ça se prend sous forme de c'est un petit flacon. Et donc le mode d'emploi, en fait, si vous prenez une seule fleur, c'est de prendre 2 gouttes 4 fois par jour, réparties dans la journée, puisque du coup, c'est aussi une méthode vibratoire qui est inspirée de l'homéopathie. Donc en fait, plus on va prendre de prises régulièrement, et bien plus quelque part on envoie l'information à son corps et plus effectivement ça va fonctionner vite et bien. Et si vous prenez un flacon personnalisé de plusieurs fleurs, donc par exemple si vous faites un entretien individuel en fleurs de bac avec un ou une conseillère fleurs de bac, et bien en général on va proposer à la fin de la séance plusieurs fleurs qui sont proposées en fait dans un flacon personnalisé. Et donc là, le mode d'emploi c'est de 4 gouttes 4 fois par jour, pareil, répartis dans la journée. Et ça se prend soit pur en bouche, soit dans un petit verre d'eau ou éventuellement aussi dans du thé, pourquoi pas, voilà. Du coup, ça permet de visualiser aussi pour celles qui connaîtraient pas forcément. Donc, flacon personnalisé avec effectivement un nombre de gouttes et ça se dilue soit pur, soit directement dans une boisson type eau ou thé. Du coup, pour visualiser un peu la manière du coup d'administrer l'accompagnement avec les fleurs de bac. Et du coup, par rapport à l'accompagnement, les personnes du coup en reconversion, c'est une cible en tout cas de population qui peut être intéressée par les fleurs de bac. Quelles sont les thématiques que vous rencontrez, surtout prioritairement dans ce type de public que vous accompagnez? Alors, ça va être surtout la peur, évidemment. Donc, la peur, je pense, la plus répandue, c'est vraiment la peur liée à l'argent et la peur du manque financier. Donc, c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment à ce sujet, on se rend compte que en fait, ça peut être très, très intense et surtout très ancré. Et ça peut vite renvoyer aussi à la peur de finir à la rue, de pas arriver du tout à joindre les deux bouts. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement stressant. Et à raison, hein, c'est vrai que ça peut vraiment faire peur. Donc, voilà, c'est essentiellement peur en lien avec le manque financier. Donc moi, par exemple, dans un accompagnement ou dans un entretien individuel, je vais vraiment poser des questions le plus ouvertes possible pour essayer un petit peu de comprendre réellement ce qui fait peur à la personne, quelle est l'intensité de la peur. Il y a autour de l'argent, il y a aussi beaucoup autour du regard de l'autre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant parce que notamment, je pense aux personnes qui auraient envie de créer leur entreprise ou de se lancer dans quelque chose de complètement différent. Et bien, en général, voilà, l'entourage va pouvoir ne pas forcément comprendre, va pouvoir poser beaucoup de questions et ça peut être assez difficile, d'autant plus que souvent, quand on est en reconversion, on est dans un moment de vulnérabilité où on peut avoir tendance à manquer de confiance en soi. Et ce qui est normal, hein, parce que du coup, on passe d'un socle connu sur lesquels voilà, on est stable à une situation un petit peu moins stable. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre de sujet-là. Et puis, effectivement, il y a aussi la peur de l'inconnu, de se jeter dans le vide, de savoir ce qu'on perd, mais de pas savoir ce qu'on gagne, quelque part. Et donc ça peut être relié à de l'insécurité. Et donc, effectivement, en fonction de ce qui est vraiment ressenti de la personne. Et c'est pour ça que moi, j'adore cette méthode, c'est que c'est vraiment un outil de personnalisation, les fleurs de bac, parce que deux personnes vont pouvoir avoir peur de se jeter dans le vide. Et pour autant, ça va pas forcément être la même fleur qui va arriver, parce que ça peut se manifester de façon différente. Donc voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur les peurs. Après, en peur, entre guillemets, un peu plus secondaire, il y avait la peur des regrets aussi. Donc voilà, tout un tas de peurs. Et puis beaucoup, j'en ai parlé juste avant, mais sur la confiance en soi aussi. Et j'inclus le syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu au départ, forcément. Quand j'ai commencé à faire mes premiers entretiens fleurs de bac, je me suis dit, mais attends, mais t'es qui pour faire ça? C'est toujours un petit peu des moments stressants. Mais je trouve aussi que le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome hyper intéressant parce que en général, quand on le ressent, ça veut dire qu'on maîtrise déjà pas mal de choses sur son sujet et que ça montre aussi qu'on est dans une étape en fait nouvelle et supplémentaire et qu'on a évolué en fait quelque part par rapport à là où on en était avant. Donc voilà, peur, confiance en soi. Et puis après, ça va dépendre aussi de la personne. Ça va dépendre est-ce qu'on parle d'une reconversion complètement on passe par exemple d'un travail salarié en bureau et on devient maçon, ou est-ce qu'on parle d'une reconversion mais plutôt de prendre un nouveau poste ou on va dire d'un changement professionnel mais qui serait pas forcément une reconversion aussi. Il y a des degrés. Voilà.
Ok. Ouais, donc il y a vraiment effectivement soit l'évolution en interne ou sur un autre type de poste, soit effectivement une reconversion complète et totale des personnes que vous pouvez être amené à accompagner. Moi, c'est vrai que je vois vraiment la complémentarité. Bon, forcément, j'accompagne en bilan de compétences, en coaching aussi. C'est très complémentaire. Je pense qu'il y a vraiment une vraie. Alors après, il faut que la personne qu'on accompagne, quand on est côté coach ou consultant en bilan de compétences, soit ouvert aussi à un accompagnement via les fleurs de bac, parce que des fois, ça peut surprendre. Il y a des personnes qui sont pas forcément aussi habituées à se faire accompagner sur ces médecines douces ou parallèles en fonction de comment on voit ce côté accompagnement. Et finalement, je suis persuadée que si la personne a envie, en tout cas qu'elle est curieuse, ça peut apporter un vrai plus, un vrai complément. Et c'est vrai que bon, on en a déjà parlé un petit peu toutes les deux, mais l'idée c'est de voir un peu aussi comment transmettre. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Mais quand on coach, quand on accompagne, on a souvent, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent est-ce que vous connaissez un acupuncteur, un sophrologue? Et je glisse des fois les fleurs de bac. Je dis c'est pour les fleurs de bac, j'ai Marina qui du coup propose ses services. Ça m'intéresse aussi parce que on est écouté par pas mal de responsables RH ou de DRH, puisque c'est aussi une typologie de public que je suis amenée à accompagner plus sur autre chose que du bilan de compétences. Mais c'est vrai que c'est aussi une partie de l'auditorat, enfin bon, en tout cas de nos auditeurs. Et du coup, l'idée c'est aussi de voir comment ça peut se mixer à l'entreprise, les fleurs de bac, l'accompagnement. Quel est votre regard vous sur ça? Comment ça peut être utile justement pour des RH, des DRH, des coachs ou même des personnes qui accompagneront en bilan de compétences pour les proposer à leurs soit salariés, soit clients? Alors en effet, je trouve que c'est une question hyper intéressante et qui est assez, je pense, novatrice puisque je pense que, enfin en tout cas, je ne connais pas d'entreprise qui utilise, enfin qui propose des fleurs de bac en tout cas dans leurs locaux, ou en tout cas pour les salariés. Mais c'est vrai que pourquoi pas en fait. C'est vrai que ça m'est venu notamment quand on a échangé avec vos étudiants. C'est vrai qu'en fait les fleurs de bac, donc il y en a 38 en fait et on les trouve par exemple en pharmacie dans un petit voilà qui sont bien mis en avant etc. Et bien effectivement, j'avais dit lors des échanges avec vos étudiants, et bien c'est vrai qu'il y a toujours la machine à café avec les petits chocolats et le thé qui est proposé à côté, et bien pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi des flacons de fleurs de bac proposés pour les salariés? Voilà, donc après c'est sûr qu'il faut avoir cette sensibilité-là, il faut je pense aussi avoir envie de proposer ça dans son entreprise, qui est pas forcément une évidence et je l'entends tout à fait. Mais en tout cas, sans parler de ça, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir cette sensibilisation-là, notamment si vous savez qu'il y a des personnes dans votre entreprise qui sont en pré-burnout ou qui en ont fait un il y a quelques temps et vous n'avez pas du tout envie que ça se reproduise, ou des personnes qui voilà se cherchent, qui savent qu'elles sont plus très bien là où elles sont. Et si vous avez vraiment envie d'avoir cet accompagnement en fait de l'après-entreprise pour certains de vos salariés, ça peut être pas mal. Je pense aussi notamment, et ça c'est vrai qu'en termes de marque employeur, ça peut être vraiment génial aussi, quand vous recevez des personnes pour des entretiens. Et bien effectivement, je suppose que vous voyez de temps en temps des personnes qui sont très stressées, qui sont pas forcément hyper à l'aise, alors que peut-être c'est des gens très compétents et qui ont beaucoup de choses à proposer pour l'entreprise, mais qui sur le moment en fait ça peut être un peu effrayant. Et bien moi par exemple je pense aux remèdes d'urgence, ça pourrait être intéressant aussi, pourquoi pas à proposer, voilà, histoire de se détendre, hein. Le remède d'urgence c'est vraiment pour toutes les situations SOS qui sont stressantes, et notamment dès qu'on doit passer des examens, des entretiens particuliers, que ce soit scolairement parlant, professionnellement ou au niveau médical. Donc ça peut être aussi des approches intéressantes. Et je pense aussi, c'est vrai qu'il y a les fleurs de bac, donc la prise en tant que telle, mais il y a aussi toute la philosophie du docteur Bach. Et notamment dans sa philosophie, il nous dit que on a tous une raison d'être et qu'en fait il suffit juste de bien se sentir, de la trouver pour se sentir aligné. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant comme approche, je pense notamment par exemple lors de séminaires ou je sais pas, sur une réunion ou sur des choses un petit peu plus on va dire créatives ou qui seraient un petit peu extra entreprise. Et bien pourquoi pas effectivement d'avoir cette vision là aussi du coup du travail, de l'accomplissement au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui maintenant tout le monde veut avoir cette quête de sens et être épanoui au travail. Quand même dans la méthode on retrouve des éléments en lien avec ça, donc ça peut être aussi voilà une façon d'intégrer les fleurs de bac en entreprise. Ouais, complètement. C'est effectivement, après, quand on travaille autour de la QVT en entreprise du bien-être, il y a des fois des massages, donc massage assis généralement. Il peut y avoir aussi sophro-acupuncture. Enfin, j'ai déjà entendu des entreprises qui mettaient en place ce type d'accompagnement, ou même de personnes qui se déplaçaient aussi pour proposer leur service aux différents salariés. Et là, j'aime bien l'idée du présentoir. Je trouve ça très, très sympa d'un point de vue marketing, justement. Plutôt visuel, mais pour effectivement, pourquoi pas sensibiliser aussi, ça pourrait tout à fait s'envisager d'avoir une intervention pour présenter effectivement les bienfaits et puis pour pouvoir après accompagner des salariés aussi qui pourraient en avoir besoin. Vous parliez des salariés en reconversion ou des personnes qui n'étaient pas forcément bien, pré-burnout,
burn-out ou post-burn-out aussi. Et puis aussi des personnes tout simplement parce que le service RH reste aussi un service où on est quand même assez proche des salariés. On sait quand même ce qui se passe beaucoup souvent dans leur vie perso, intime pour certains. Et c'est vrai que du coup, ça peut être un plus de dire, bon voilà, moi j'avais toujours, quand j'étais à l'époque responsable RH, j'avais les coordonnées du médecin, d'un psy, du centre SOS, victime, écoute, amis, enfin tout ce qui était en lien avec aussi les problèmes d'alcool et autres, entre autres, dépendance, addiction. Et c'est vrai que ça mange pas de pain d'avoir les coordonnées de quelqu'un qu'on connaît qui peut effectivement proposer sur cette partie là, fleur de bac, acupuncture, sophro. Enfin, je trouve que ça fait partie un petit peu de la trousse de secours. Il n'y a pas que les pansements et et les médicaments pour soigner. Il y a aussi effectivement des choses en parallèle. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir ouvrir l'esprit, en tout cas si les responsables RH qui nous écoutent ou les coachs ou autres consultants se disent que ça serait intéressant d'en savoir plus. Je laisserai bien sûr vos coordonnées. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, vous avez commencé à avoir l'habitude, mais du coup, je laisse les coordonnées, le LinkedIn, enfin le contact pour pouvoir échanger aussi avec vous, parce que je sais que c'est des choses qui vous intéressent sur la partie entreprise, donc ça peut être aussi une manière de démocratiser ou en tout cas de rendre accessible à la connaissance des équipes cette solution aussi d'accompagnement. Complètement. Est-ce que vous voyez d'autres choses en lien avec le thème parce qu'après j'ai les questions classiques du podcast que je pose, mais sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de partager? Peut-être juste par un exemple, un cas de quelqu'un que vous avez accompagné ou un élément dont on n'aurait pas parlé sur les fleurs de bac, la reconversion qui vous semblerait pertinent que nos auditeurs et auditrices aient en tête? Eh ben, je me dis pourquoi pas présenter peut-être 2-3 fleurs aussi qui Super. c'est une méthode qui repose sur la personnalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il n'empêche, c'est vrai qu'il y a quand même certaines fleurs auxquelles on pense vite quand même dans la sphère professionnelle / reconversion. J'ai envie de vous parler là, par exemple, de la sensation d'être surmené, du surmenage. Quand effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une fleur qui est un petit peu, c'est le cliché, par exemple, des cadres qui auraient vraiment d'un coup beaucoup, qui sont par exemple sur un gros projet à rendre ou à proposer dans les semaines ou mois à venir et qui sentent voilà que ça monte, il y a de plus en plus de deadlines, il y a de plus en plus de choses, de réunions à faire et qui vont avoir tendance à momentanément perdre confiance en eux ou en elles et se dire que là en fait elles sont plus capables parce qu'en fait il y a trop de pression, il y a trop de choses qui est venue. Donc une fleur intéressante dans ces cas de figure là, ce serait Elm. C'est ELM. Et donc justement, elle va aider à reprioriser les choses, à retrouver cette confiance momentanément perdue justement et se dire bah si en fait je suis capable d'y arriver et ça va bien se passer. Donc elle, je trouve qu'elle est assez intéressante dans les questions vraiment de reconversion professionnelle. Une fleur dont je parle beaucoup, que je trouve qu'elle est magnifique, c'est Wild Oats. Donc c'est la folle avoine. Donc là-dessus, j'ai parlé un tout petit peu de la botanique tout à l'heure. Et c'est vrai que la wild oat, si vous voyez, en fait, l'avoine, en fait, elle a tendance en fait à partir à droite, à gauche, en fonction du vent, en fonction de ce qui va se passer. Et en fait, c'est aussi une tige en fait qui monte assez haut vers le ciel en fait. Donc ça montre un petit peu, il y a un petit côté spirituel de se dire je me relie à la terre et en même temps je vais un coup à droite, un coup à gauche, je sais pas trop où je vais aller. Et ça, quand on est dans des questionnements où on se questionne sur sa mission de vie, sur son ikigai, des choses comme ça, c'est des choses assez à la mode dont on entend quand même beaucoup parler en ce moment, eh bien c'est vraiment une fleur un petit peu spirituelle qui va nous aider effectivement à se recentrer, à réécouter son cœur et à faire du mieux enfin c'est pas tellement à faire du mieux qu'on peut, mais en tout cas à aller dans une direction qui est la bonne pour nous, qui est la plus juste pour nous. Et donc moi c'est par exemple une fleur qui m'a beaucoup aidée dans mon processus de reconversion parce que je savais que j'avais envie d'aller vers les fleurs de bac, mais comment, pourquoi enfin concrètement comment est-ce que ça allait se passer, ça je ne savais pas au départ et c'est vraiment une fleur qui m'a aidée justement à faire confiance en fait, à renouer pleinement à mon intuition pour aller vers ce dont j'avais envie d'aller. Donc je trouve que elle est assez intéressante parce qu'elle a une dimension à la fois très terre à terre, genre je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, je suis en quête de sens, et pour ceux à qui ça parle, elle a aussi ce petit côté plus spirituel on va dire. Donc voilà, et puis peut-être une sur les peurs aussi. C'est vrai que tout ce qui va être les peurs connues, j'ai peur de pas pouvoir subvenir à mes besoins, de pas pouvoir nourrir ma famille. Là, j'ai peur, par exemple, de prendre la parole aussi en public. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans la sphère dans l'entreprise. Et ben, c'est une fleur qui serait intéressante là-dessus, c'est Mimulus. C'est la mimule en français. C'est vrai que du coup, les noms sont donnés en anglais parce que Edouard Bach était anglais, mais du coup, on a quand même la traduction française. Et donc, Mimulus, elle va justement nous aider à trouver le courage de surmonter ses peurs. Et c'est dès qu'il y a voilà une peur qui est d'intensité correcte, c'est pas non plus une phobie, mais qui est connue. Et puis c'est aussi la fleur de la timidité.
Donc, pour toutes ces petites timides-là qui ont du mal à prendre la parole en public, à s'exprimer, qui vont peut-être bégayer ou devenir tout rouge quand ils doivent parler en public, en entreprise, eh bien, je trouve que c'est une fleur mimulus intéressante à tester. Voilà. Pour les petits trucs et astuces justement sur les 3 fleurs qui peuvent justement aider en tout cas sur ces sujets-là. Puis vous en parlez avec toujours beaucoup de passion à chaque fois que je vous écoute. C'est toujours on vous sent hyper passionné dans ce que vous transmettez. Et c'est ce qui a été aussi beaucoup apprécié notamment par mes étudiants, ce côté envie de transmettre, le côté très pédagogue de ce que vous amenez. Et effectivement, j'ai envie de dire oui, on a envie d'aller plus loin. Et du coup, je viens de penser à un de mes clients qui a démarré cette semaine et je pense que je vais peut-être vous l'orienter pour le coup parce que je pense que ça pourrait tout à fait coller et correspondre si tant est qu'il est ouvert à ce type d'accompagnement. Mais en tout cas, j'en parlerai et je trouve que c'est chouette du coup de pouvoir faire des liens aussi et de pouvoir apporter un petit coup de pouce ou une idée auquel on n'aurait pas forcément pensé sur ce type d'accompagnement-là. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose sur les fleurs de bac, l'accompagnement, la reconversion? Non, je pense qu'on a un petit peu près fait le tour. Alors, c'est peut-être juste repréciser effectivement que si c'est des entretiens individuels classiques, effectivement, en général, c'est vrai qu'en un seul entretien, on peut déjà aborder pas mal de sujets, mais c'est vrai qu'en général, eh bien, on peut pas tout régler en un seul entretien. Et après, si vous souhaitez avoir un suivi, il y a des séances à peu près tous les mois, parce qu'effectivement, à la fin d'un entretien, on va proposer en fait plusieurs fleurs avec un petit flacon personnalisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va durer environ 1 mois. Donc du coup, c'est à peu près 1 fois par mois sur la fréquence. Voilà, moi j'ai aussi lancé un programme d'accompagnement à ce sujet qui s'appelle OSE, pour oser se lancer, oser prendre des risques, etc. Et donc là, je mixe d'autres approches il y a les fleurs de bac, mais pas que. Et c'est vrai que du coup, voilà, en fait, c'est plus quelque chose à la carte, en fait. C'est vraiment comment vous avez cette sensibilité. Et c'est vrai que vous pouvez tout à fait décider de travailler avec les fleurs de bac sur du long terme ou tout simplement sur juste une séance et aller voir n'importe quelle conseillère ou conseiller en fleurs de bac agréé pour vous aider. Ok, super. Donc du coup, le programme effectivement que vous proposez, je sais qu'il y a possibilité aussi de réserver des créneaux en ligne sur votre site. Du coup, quelle est la meilleure manière pour vous contacter, du coup, Marina? Alors, en effet, j'ai un Google Business, une page Google. Donc, si vous tapez Marina Ponsol, normalement, vous me trouvez. Et vous avez un petit onglet rendez-vous pour prendre rendez-vous directement. Donc là, c'est vraiment pour les entretiens individuels en fleurs de bac, qui durent 1h30 le premier entretien et plutôt 1 heure les entretiens suivants. Sinon, après, je suis disponible sur Instagram, sur LinkedIn, par email aussi, si vous avez des questions aussi en amont, parce que c'est peut-être pas forcément non plus une méthode que vous connaissez bien. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds aussi avec plaisir sur ces réseaux-là. Et Facebook aussi, j'ai oublié Facebook. Voilà. Si on veut vous trouver, on peut vous trouver en fait pour faire. Oui. C'est possible en tout cas. Non, et c'est chouette. Et bon, après, moi, j'en suis mon troisième rendez-vous de suivi et je confirme. Enfin, j'y vois un vrai, réel intérêt. Combiné à d'autres choses, hein, parce que c'est toujours le sujet. C'est souvent une question qu'on me pose moi de mon côté. Mais comment vous faites, vous qui êtes dans l'accompagnement? Et ben, on se fait aussi accompagner. C'est ce qui fait que ça marche et que ça fonctionne. Et il faut être aussi bien soi pour pouvoir aussi bien s'occuper et se préoccuper des autres. Et c'est aussi un conseil, parce que là, on parle côté entreprise, mais du coup, j'invite aussi nos auditeurs, auditrices, RH, coach, accompagnants et autres à aussi prendre soin d'eux, parce que c'est vraiment une méthode qui permet de pouvoir aussi prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est important aussi. Et puis le programme OSE, on en avait un petit peu parlé, donc c'est chouette si ça a pu se mettre en place et que ça se développe. Donc j'invite aussi là nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés à aller plus loin, à regarder un peu plus en détail ce que vous proposez. Du coup, dans les questions un petit peu plus classiques que je pose par rapport aussi au podcast, tout à l'heure, on parlait un peu d'alignement. Vous disiez, la vie est bien faite. Du coup, finalement, vous avez eu quelques jours après, la personne qui a trouvé quelqu'un qui forme à Lyon et à Thonon, ça fait juste traverser le lac Léman, et puis finalement, vous avez pu enclencher cette formation. Moi, je fais forcément le lien avec ce que je mets derrière alignement, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous être aligné? C'est une bonne question. Il y a la sphère, on va dire, intérieure de ce qu'on va vraiment ressentir à l'intérieur. Pour moi, en fait, quand on est aligné, en fait, on le sait. Il n'y a même pas besoin d'expliquer ou de chercher à comprendre. En fait, pour moi, l'alignement, c'est vraiment faire des choses déjà qui nous font vraiment plaisir, qui nous font vibrer. Je le vois, en fait, quand dans mes tâches, je suis alignée ou pas. C'est est-ce que je me fatigue ou pas dans ce que je fais. Est-ce que, par exemple, après une journée de travail, je suis complètement épuisée, presque un petit peu, excusez-moi l'expression, mais larve sur mon canapé, ou est-ce qu'au contraire, je suis satisfaite de ce que j'ai fait et de ce qui m'a été proposé en fait de faire dans la journée. Et donc déjà, je trouve qu'au niveau le niveau d'énergie en fait déjà permet de voir un petit peu si on est aligné. Et puis tout simplement, est-ce que voilà, on a de la joie, est-ce qu'on a de la passion pour ce qu'on fait ou pas. Et ça, c'est très vrai aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle aussi, je trouve. Donc ça, c'est un petit peu pour moi l'alignement de voilà,
des éléments qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et il y a aussi ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle tout court, mais un petit peu l'alignement extérieur, c'est effectivement les choses, enfin ce qu'on va pouvoir magnétiser à nous, ce qui va arriver dans la vie. Et c'est vrai que du coup, il y a des périodes où bizarrement, on est toujours avec plein de galères, il y a toujours plein de choses pas très sympas qui nous arrivent sur différentes sphères. Et puis au contraire, il y a des moments de la vie, on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, et moi je le vois, il y a des fois, je vais avoir 4 entretiens pris d'un coup en 2 jours. Et des fois, pendant une semaine, il se passe rien. Et donc, du coup, ça en dit long aussi. Donc, c'est aussi sur ces périodes-là. Est-ce que ces périodes durent ou pas dans le temps? Et peut-être que justement, si vous avez l'impression que tout est difficile et que vous ramez, en fait, tout simplement, peut-être que vous n'êtes pas à 100% aligné et qu'il y a peut-être des changements à faire intéressants. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'on le voit aussi dans ce qui nous arrive dans la vie, dans notre quotidien, en fait. Voilà. Je dirais que c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, intérieur et extérieur, avec effectivement des éléments, des indicateurs externes ou internes en fonction de comment on se sent, ou d'éléments effectivement extérieurs qui peuvent être du coup mesurables, en tout cas qu'on peut ressentir, ou en tout cas si on s'y intéresse, qu'on peut creuser. Il y a aussi une question, c'est quel conseil vous donneriez, ou quel est le conseil qu'on vous a donné, que vous avez trouvé pertinent pour rester soi-même et être soi-même? Je dirais, ce qui me vient là, c'est justement d'expérimenter ce que ça fait de pas être soi-même pour revenir dans son centre et pour revenir à soi en fait. Je trouve qu'en fait c'est vrai que c'est très difficile de façon générale d'être soi-même et c'est vrai qu'on est souvent, il y a de plus en plus de personnes qui parlent des masques qu'on porte, notamment en entreprise, c'est assez vrai, peut-être un autre cliché mais avec ses beaux-parents c'est assez vrai aussi et c'est vrai que du coup je pense que des fois on a besoin en fait d'expérimenter des choses différentes et de sortir complètement de ce qui est nous pour se rendre compte en fait de ce qu'on est véritablement et de comment est-ce qu'on peut rester soi-même. Voilà, je dirais que c'est un petit peu peut-être se décentrer pour arriver à mieux se recentrer. Et l'autre chose qui me vient aussi là-dessus, c'est vrai que être soi, je l'associe en tout cas moi aussi à la confiance qu'on a en soi. Ouais, c'est ça, à cette confiance en fait qu'on peut être soi-même, peu importe le regard des gens et peu importe ce que vont penser les autres. Je l'associe aussi avec forcément avec l'extérieur et avec ce qu'on va renvoyer aux autres et la peur qu'on peut avoir par rapport à tout ça, de se faire juger ou d'être mal vu ou voilà, ce genre de choses. Super, donc du coup là aussi deux angles Ouais. d'attaque différents pour pouvoir être soi-même et du coup sortir de sa zone pour pouvoir voir ce que ça donne et puis soit y retourner, soit décider de changer son centre de zone de confort en l'élargissant par exemple. Et puis du coup, c'est chouette, super. Hop. Il y a une question que je pose aussi systématiquement, puisque si on se connaît aujourd'hui, c'est grâce au réseau, c'est grâce à Mathilde, et puis Mathilde, c'est grâce à Frédéric que je l'ai connu et rencontré aussi. Puis bon, il y a certainement d'autres personnes qu'on doit avoir en commun, parce que forcément, quand on se rend compte que par ricochet, la théorie des 6 poignées de main qui nous sépare de n'importe quelle autre personne dans le monde, forcément, le réseau marche bien et fonctionne bien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous réseau, et comment vous faites pour l'entretenir, votre réseau? Eh bien, pour moi, déjà, le mot réseau, c'est vrai que je l'associe beaucoup aussi aux choses qui sont virtuelles et qui fonctionnent très bien. Surtout, vu les 2 ans qu'on vient de passer. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte effectivement de la force de pouvoir quand même échanger à distance. Ma nouvelle activité, je fais quasiment tout à 99% en visio et ça permet justement de faire aussi des très belles choses. Donc, j'associe, voilà, c'est ça, peu importe la distance. Donc, il y a un petit peu de ça pour moi. Et comment est-ce que je fais pour l'entretenir? Eh bien, je pense que je l'entretiens pas forcément toujours suffisamment. Pour moi, c'est peut-être une marge de progression, ça. Je trouve en tout cas que le meilleur réseau qui soit et en tout cas ce qui compte pour moi, c'est vraiment les gens qui font partie de notre cercle, de nos cercles, j'ai plutôt envie de dire, donc à la fois très personnel, famille, amis très proches, mais aussi tout ce qui va être les collègues. Et moi, je me rends compte que quasiment toutes les personnes que j'accompagne, en fait, pour l'instant, c'est du bouche à oreille, c'est un tel qui connaît un tel qui, voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça un petit peu que je l'entretiens. Et c'est pareil, en tout cas, dans mes accompagnements, moi, j'ai à cœur, par exemple, de prendre des nouvelles des personnes que j'ai eues en entretien pour savoir comment ça s'est passé à l'issue par exemple, de leur cure de fleurs. Et c'est aussi des choses que je vais avoir tendance à faire. J'utilise moi beaucoup les réseaux sociaux quand même pour aussi maintenir ce réseau-là, essentiellement Instagram, mais il y a aussi LinkedIn qui permet aussi de faire des belles choses. Donc voilà, c'est assez classique comme réponse. Et du coup, c'est sympa aussi parce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous étiez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Finalement, il y a quand même pas mal de choses où vous tenez aussi à jour à ce que vous faites. Et c'est pas tout le monde non plus qui est sur les réseaux. Enfin, il y a déjà une diversité. Alors peut-être parce que vous venez du marketing, peut-être ou pas, je ne sais pas s'il y a un lien, mais du coup, il y a ce côté quand même, se donner de l'information sur ce que vous faites et puis ce souci
aussi de prendre des nouvelles des personnes que vous accompagnez, qui est aussi différenciant. Je pense que tout le monde ne le fait pas non plus. Et finalement, c'est des réponses que j'ai déjà eues, mais pas en tout cas combinées sur ces deux aspects, avec à la fois l'expertise des différents réseaux, être présent sur les différents réseaux, et prendre soin aussi de son réseau de personnes bouche à oreille, parce que c'est comme ça effectivement que vous avez aujourd'hui votre clientèle pour pouvoir occuper vos journées. J'imagine qu'effectivement les entretiens individuels occupent quand même une partie assez importante de votre quotidien. Oui, de plus en plus en tout cas. Ouais, bon, c'est chouette. Une des dernières questions du podcast, sur parce que du coup le temps passe vite à chaque fois qu'on discute ensemble, je ne vois pas le temps passer, Marina, mais je suis maître du temps sur le podcast. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, un ou plusieurs d'ailleurs, parce que ça peut être, alors je sais pas, une BD, un livre, un ouvrage, un roman, j'ai eu plein de réponses différentes dans le podcast que vous nous conseillez, soit du moment, soit qui vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de partager avec nous. Oui. Alors justement, c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 2 ans et que là, je me remets à lire. Ça s'appelle La prophétie des Andes de James Redfield. Tous se lisent comme des romans. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes. Et donc là, en fait, c'est l'histoire d'un Américain qui part à la recherche d'un manuscrit au Pérou où il y aurait justement dans ce manuscrit une prophétie qui en dirait long sur le sens de la vie, sur voilà. Ça va vraiment dans cette idée de quête un petit peu existentielle et de qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, etc. Donc il part au Pérou et ça se lit vraiment comme un roman, mais il y a aussi des informations assez intéressantes. Donc voilà, je vous recommanderais vivement ce livre, La prophétie des Andes. Ah bah, parfait, bah, je prendrai aussi, là, je les mettrai bien sûr dans le lien du podcast pour que les personnes qui ont envie d'en savoir plus, là aussi très joli teasing pour en savoir plus, que se passe-t-il dans cet ouvrage sur la quête de la vie, en tout cas comme vous le présentez, il y a ce côté aussi certainement qui doit nourrir le côté intellectuel aussi sur le sens de la vie et au-delà des aventures. Complètement. Donc, Ouais. pour avoir envie d'aller un peu plus loin. Je connaissais pas du tout, du coup c'est chouette parce qu'à chaque fois que je pose la question, je découvre de nouveaux ouvrages, donc je trouve ça super intéressant. Et merci de ce partage, en tout cas, de ce livre que vous nous avez bien vendu, pareil, en teasing, comme pour les fleurs de bac, juste ce qu'il faut pour avoir envie d'aller plus loin et de découvrir cette aventure. Par rapport aux différents sujets, au podcast, je pose toujours aussi cette question-là. Quel est le thème ou quels seraient les thèmes qui vous sembleraient pertinents qu'on aborde dans un prochain podcast ou qui vous sembleraient justement dans la continuité de notre échange d'aujourd'hui? Alors, en effet, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure et je suis vraiment d'accord sur toutes ces approches complémentaires en santé naturelle ou on va dire en médecine holistique. Je sais que vous avez déjà fait interviewer plusieurs personnes à ce sujet, mais je trouve qu'effectivement, peu importe l'approche, quelque part, tant qu'on trouve ce qui nous convient à nous, c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai que dans tous les thérapeutes au sens large ont normalement cette volonté effectivement d'apporter du soin et du bien-être aux personnes. Et donc voilà, c'est effectivement d'interviewer toutes ces personnes qui gravitent autour de la santé naturelle et j'ai envie de dire même de la santé mentale, émotionnelle. Moi, je trouverai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter, à interviewer d'autres personnes, d'autres, on va dire, consoeurs. Voilà, vous avez parlé de la sophro, de l'acupuncture. Il y a aussi l'EMDR qui fait des superbes choses aussi. Voilà, tout ce genre de techniques, on va dire, qui vont faire soutien et qui sont vraiment complémentaires à du coaching et d'autres approches, on va dire, autour de la vie en entreprise, de la reconversion professionnelle, ce genre de sujet. Tous ces sujets-là qui gravitent autour. Effectivement, j'ai déjà quelques personnes interviewées autour de ces sujets-là, mais c'est toujours intéressant d'avoir des regards complémentaires. Et puis, c'est souvent une rencontre. On parle soit d'environnement, soit de personnes qui accompagnent aussi. C'est souvent une rencontre entre la personne qui accompagne et celle qui est accompagnée. C'est un vrai co-choix de chaque côté pour pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Et puis, le MDR, j'avais pas pensé, pourtant, je suis une fervente défensrice de l'EMDR. Enfin, les personnes qui me connaissent savent qu'effectivement, j'oriente vers des thérapeutes aussi quand il y a vraiment des sujets en lien, notamment avec les émotions fortes, le stress, enfin, tous ces éléments qui peuvent être si facilement débloqués avec quelques séances de MDR qui permettent du coup d'avancer dans sa vie. Et du coup, c'est une excellente idée. Je vais contacter mes contacts EMDR et voir si effectivement on peut pas enregistrer un épisode dans ce sens-là. Et puis d'autres personnes qui seraient alliées de près ou de loin, en tout cas à l'accompagnement sur des personnes en reconversion. Merci beaucoup pour cette très bonne idée que je note avec plaisir. Est-ce que vous voyez autre chose dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez envie de partager avec nous, Marina? Je pense qu'on a fait le tour, Cécile. Voilà, puis effectivement, comme vous avez dit, l'heure tourne, donc mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un super moment partagé avec vous. Plaisir partagé, en tout cas, c'était vraiment chouette. Je pense que, comme à chaque fois qu'on échange, de toute façon, ça fait 6 mois qu'on se connaît, mais à chaque fois qu'on échange, c'est très riche. Je trouve qu'en plus, il y a un côté, on se nourrit des idées, des pistes, on dit, ah oui, c'est vrai, il y a ça.
parce que chers auditeurs et auditrices, vous n'avez pas le visuel, mais du coup avec Marina, on a aussi communiqué sur le côté visuel et du coup je dis ah oui c'est vrai il y a ça, ah mais oui il peut y avoir ça aussi. Et j'espère qu'effectivement vous pourrez aussi vous nourrir de tous ces liens, toutes ces pistes qu'on a fait avec Marina. Et ça a vraiment été un plaisir de vous accueillir et merci de ce temps passé et partagé ensemble. Je vous dis à très bientôt Marina. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.